à tous. Alors sur cette vidéo, qui sera assez intéressante, on va parler de notre approche statistique, qui est la manière dont, au sein de DMT, on appréhende les marchés, le trading, la gestion du risque. Donc c'est une approche quantitative, donc comme on l'a déjà défini, ça n'a pas grand chose à voir avec l'analyse technique, ni l'analyse graphique, même si on utilise en support les graphiques pour détecter les tendances, les opportunités, pour avoir le bon timing. En fait, nos décisions ne se basent jamais sur ce que dit le graphique en termes d'analyse technique ou par exemple en termes d'analyse d'offres et de demandes, etc. On utilise uniquement la logique, le bon sens et entre guillemets les mathématiques pour savoir s'il faut rentrer maintenant, pas maintenant, comment rentrer, comment sortir, etc. etc. Donc c'est vrai que la frontière entre les deux semble assez compliquée à expliquer et à comprendre, mais on va être vraiment très clair là-dessus, on ne fait pas d'analyse technique. Pas d'indicateur, pas de théorie, des trucs comme ça. Rien qui ne puisse être prouvé. Alors, on va commencer par donc l'approche quantitative, les fondements de l'approche et la modélisation d'un mouvement. Alors on parlera en grosso modo de la modélisation du mouvement, on ne dira pas tout non plus, puisque ça reste quand même le cœur de notre méthode. Et on va vous expliquer comment trader avec l'approche statistique, donc la recherche des biais directionnels, qu'est-ce que l'avantage statistique et comment maximiser les gains et minimiser les pertes. Une première partie, une approche quantitative. Alors, un tout petit peu de maths, mais vraiment très léger. On ne va pas rentrer dans des considérations trop compliquées. Petit 1, parce que j'ai pas envie de faire un télo de base en vous expliquant que moi je connais bien les maths et vous non. Et deuxièmement, parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est juste pour clarifier 2-3 petits trucs qui expliquent notre manière de trader. Alors, intéressons-nous d'abord à la distribution des prix dans un marché en range. Alors, grosso modo, la distribution des prix suit une loi statistique que l'on appelle la loi normale, qui suit donc une courbe de Gauss. Alors, qu'est-ce que c'est que la courbe de Gauss, C'est simple. Regardez les 3 ranges que je vous ai indiqués. C'est le futur CAC 40, le FCE, en journalier et en hebdo. Alors, ce que l'on remarque, c'est qu'à gauche, vous avez une sorte de vague bleue, et regardez la forme que celle-ci prend. Voilà. Elle prend la forme d'une cloche à chaque fois. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la répartition des volumes et la répartition des échanges dans un range. Alors, à part la troisième image en bas à droite, ce que l'on remarque, c'est que dans un range, la distribution est assez uniforme. C'est-à-dire qu'en gros, la majeure partie des prix sont traités au milieu du range, donc dans la moyenne du range, et que les extrêmes sont là où il y a le moins d'ordre et le moins d'activité. D'accord? Alors en gros, ça veut dire que si le prix obéit à une loi aléatoire, donc en gros si les prix évoluent de manière aléatoire, la distribution se fait également comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, si on tire en gros à pile ou face, enfin en gros qu'on joue les marchés en fait de manière aléatoire, on dit ben voilà, la probabilité est que 80% du prix va être compris dans le milieu et les 20% vont se répartir aux extrémités. C'est-à-dire que quand on est en haut, il faut vendre et quand on est en bas, il faut acheter pour faire les retours à la moyenne. D'accord? Donc comme j'ai dit ici, donc, dans un marché en range, quand on regarde la distribution, l'idée c'est de trader, de jouer les retours à la moyenne. Alors c'est pas si évident que ça, puisque en fait le problème d'un range, c'est que certes il faut viser les retours à la moyenne, mais le souci c'est que plus un range va durer, et plus la probabilité pour que ce range s'arrête va grandir. Donc c'est une approche qui est assez particulière quand même, le trading en range, et qui demande quand même à la fois de la chance, que les probabilités soient avec nous, et également quand même une bonne connaissance du mouvement et une bonne connaissance, une bonne expérience, une bonne pratique dans la gestion de la position. D'accord? Parce que plus on va attendre de rentrer, et moins on aura de chance de gagner. C'est ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. Alors justement, quand le marché sort du range, tout se complique, mais également quand le marché est dans le range, et je vais expliquer après. Alors quand le marché est en dehors du range, la distribution du prix ne suit plus du tout un processus aléatoire, elle suit ce qu'on appelle une loi de puissance. Alors qu'est-ce que c'est qu'une loi de puissance? En fait, c'est la relation qui existe entre la fréquence de la tendance et sa taille. Donc en gros, pour faire simple, c'est une loi qui se permet de calculer en fait le rapport qui existe entre la fréquence
d'arrivée d'une tendance par rapport à sa taille. Donc en gros, quelle est la probabilité qu'une grosse tendance arrive et quelle est la probabilité qu'une petite tendance arrive. Alors c'est une distribution qui répond également à la loi de Pareto dont on avait déjà parlé, la loi des 80-20. Donc en gros, et c'est plus ou moins logique, plus on attend une tendance grande et moins sa fréquence sera importante. D'accord ? Il me semble que ce soit logique. Donc voilà, quand on sort d'un range, quand on entre en tendance, on commence par suivre cette loi de puissance, c'est-à-dire on a plus de probabilité d'avoir une tendance courte qu'une tendance longue. Alors ça c'est surtout pour de l'intraday, d'accord ? Parce que les mouvements intra-week n'ont pas les mêmes fondements. Les mouvements intra-week ont un fondement qui est beaucoup plus basé sur justement les fondamentaux, sur l'économie, sur la spéculation à long terme. Donc du coup ça fausse tout ça puisque du coup les marchés répondent plus à une sorte de logique économique. D'accord ? Il y a plus de logique derrière des mouvements à long terme que dans des mouvements à court terme. Donc là c'est plutôt pour l'intraday, notamment l'intraday. Et le théorème de Bayes, alors comment est-ce qu'on pourrait le résumer ? Alors en gros, c'est des probabilités conditionnelles. Alors, c'est une sorte de traduction mathématique des nouvelles connaissances. Alors pour faire simple, en fait, quand vous avez une tendance qui se crée, vous avez à peu près une probabilité X que le mouvement monte de, je sais pas, 100 pips. D'accord ? Mais au fur et à mesure que le mouvement va avancer, il va y avoir des événements qui vont arriver. Ces événements vont modifier les probabilités finalement d'arriver à ces 100 pips. D'accord ? Donc en gros, c'est ça, c'est la modification des probabilités en fonction des nouvelles observations. Et c'est surtout sur ça que nous, on va baser également notre approche. Alors, intéressons-nous maintenant au fondement de l'approche pour les mouvements. Alors, le premier fondement, un mouvement a un début, un milieu et une fin. Et donc, on ne peut pas trader de la même manière, donc ce début, cette fin et ce milieu. Ça me semble assez logique qu'on doive modifier son trading en fonction de l'endroit où on va rentrer. Alors là, je mets en échelle le prix à gauche et le temps à droite, donc l'écoulement du temps. Donc on voit qu'il y a différentes couleurs, donc en fait c'est plus le prix s'approche de la fin, plus le vert devient foncé et plus l'orange devient foncé également en termes de temps. Alors je pense que ça échappera à personne, plus on s'approche de la fin du mouvement et plus les amplitudes des mouvements seront petits à la hausse et grands à la baisse, pour un mouvement haussier. Donc bien évidemment, on ne peut pas avoir la même stratégie, on ne peut pas trader de la même manière, on ne peut pas faire les choses en termes de gestion de position, en termes de gestion de risque, exactement de la même manière que quand on trade au début, au milieu ou en fin de mouvement. Alors cet autre graphique montre en fait l'évolution, toujours pareil, de l'amplitude. Donc on voit que l'amplitude descend de plus en plus. Donc la queue de distribution de l'amplitude va, pareil, c'est du 80-20. Donc quand on est au début, on a de plus grandes amplitudes bien évidemment que quand on va à la fin. Donc ça c'est l'évolution du mouvement. On voit, quand on est au début du mouvement, l'amplitude théorique maximale est tout là-haut. D'accord ? Bon après, l'amplitude théorique maximale répond, comme on l'avait dit tout à l'heure, à la fréquence des lois, à la loi des puissances, c'est-à-dire que plus le mouvement qu'on attend est grand et moins il a de chances de se réaliser. Mais voilà, plus on va évoluer dans le mouvement et plus l'espérance, donc l'espérance de gagnement, on va en parler après, mais plus en fait l'amplitude des mouvements va se réduire. Et ensuite, on ne sait pas trop. Ensuite, quand on arrive vers la fin du mouvement, soit le mouvement va corriger, c'est-à-dire qu'il va se retourner, soit le mouvement va reprendre. Alors en gros, si le mouvement reprend, les amplitudes vont à nouveau accélérer à la hausse. Et si le mouvement par contre s'inverse, là on départ d'un nouveau mouvement, cette fois-ci baissier. Donc ça, c'est quand on fait de l'intraday, pareil, il faut jauger de la probabilité que le mouvement corrige ou que le mouvement reprenne ensuite, puisque notre stratégie va changer. Parce qu'imaginez que nous soyons rentrés au début du mouvement, quand on arrive en fin de mouvement, ou quand on rentre au milieu du mouvement, quand on arrive en fin de mouvement, selon que l'on pense que le mouvement va corriger ou que le mouvement va reprendre, la stratégie de la gestion de la position va être différente. Dans un cas, on va peut-être prendre un bénéfice, dans l'autre cas, on va peut-être juste se protéger et attendre que le mouvement continue. D'accord ? Donc tout ça va jouer également dans notre manière de trader.
le deuxième fondement, c'est la surperformance. Alors imaginez un marché ou une performance qui soit comme une sinusoïdale. Donc il y a ici les parties positives de la sinusoïdale, donc en gros lorsque le marché performe ou lorsque le trader performe. Bon, l'idée c'est que à chaque fois que l'on performe dans le marché, on décuple sa performance. Vous voyez? Donc en fait ici qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a une performance positive qui est décuplée à chaque fois qu'elle l'est et qui est minimisée à chaque fois que la performance devient négative. Donc le deuxième fondement de l'approche, c'est que lorsque l'on gagne sur un trade, on va surperformer la performance du trade en lui-même. C'est-à-dire qu'on va pyramider, on va renforcer la position, on va augmenter l'exposition, mais sans augmenter le risque. Et quand par contre le mouvement va aller contre notre trade, c'est-à-dire qu'on va avoir une évolution négative de notre performance, on va limiter cette performance en gérant le trade d'une manière complètement différente. Enfin, on va essayer d'avoir les meilleurs ratios possibles. Donc il y a 3 types de ratios. Donc le premier c'est le reward ratio, c'est le résultat du trade divisé par le risque qui est pris. Le payoff ratio, c'est le gain moyen divisé par la perte moyenne. Également, l'espérance de gain, qui est le taux de réussite multiplié par le gain moyen, moins le taux de perte fois la perte moyenne. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le reward ratio, en fait, c'est lorsque je décide de risquer de l'argent sur le marché, c'est pour au minimum en obtenir X fois plus en retour. Donc, le résultat. Donc, par exemple, nous, ce que l'on essaie de faire, c'est que quand on prend un risque, on est content que lorsque l'on gagne au moins 2 fois ce que l'on a risqué. C'est-à-dire, si je risque 100 euros, l'objectif, c'est quand même de viser 200 euros. Si je mise 50 euros, mon objectif, c'est de gagner au minimum 100 euros. Alors, pourquoi? Quand on a un reward ratio de 2, ça veut dire que, en gros, pour un gain, correspondent 2 pertes. C'est-à-dire que si on fait 2 pertes après un gain, on est break-even, c'est-à-dire qu'on est en gros neutre. Si par contre on a un reward ratio de 1 pour 1, ça veut dire qu'on gagne autant que l'on perd, c'est-à-dire qu'en gros, quand on fait un gain, si après on fait une perte, on a déjà effacé notre gain. Plus le reward ratio est élevé, et plus on sera donc confortable avec les pertes. C'est-à-dire que si à un moment donné, je gagne un trade qui me rapporte 5 fois ce que j'ai risqué, ça veut dire que je peux perdre normalement mes 5 prochains trades sans être inquiété sur mes résultats. En gros, si je perds mes 5 prochains trades, j'aurais annulé mes gains, mais la probabilité de perdre 5 trades d'affilée reste quand même relativement faible. C'est comme ça qu'on va monter petit à petit en faisant des gros gains et des petites pertes. Alors bien évidemment, comme on l'avait vu au tout début de la formation, plus on va essayer de gagner beaucoup et moins on aura un taux de réussite élevé. C'est-à-dire qu'il est évidemment plus facile de gagner 100 euros quand on en risque 100 que d'en gagner 2 ou 300 quand on en risque 100 également. Puisque d'un côté, on en demande beaucoup plus au marché. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce cours. Alors, le payoff ratio, c'est pas vraiment pareil. C'est le gain moyen divisé par la perte moyenne. En fait, lorsque l'on prend un trade, enfin notamment nous, quand on prend un risque, certes, on a le risque maximal, c'est-à-dire 100 euros. Par contre, comme je vous l'ai expliqué juste avant, quand tout se passe mal, on essaie de limiter au maximum la perte. C'est-à-dire que très, très rares sont les cas où notre stop loss finalement va être touché. Donc au final, on risque 100 euros, mais en général, on va perdre 50, 60, 110 euros, voire beaucoup moins. Ce qui fait qu'au final, on a une perte moyenne qui n'est pas égale au stop loss. Et le gain moyen, pareil. Il y a des fois où on va pouvoir gagner beaucoup, d'autres cas où on va pouvoir gagner peu. En fait, le payoff ratio, c'est l'équivalent du reward ratio, mais plus à l'écoute en fait des changements du marché, puisque le marché n'est pas figé dans le marbre et donc les statistiques non plus. Donc pareil, même si le reward ratio des trades ne sont pas tip top, c'est-à-dire qu'on risque 100 euros, mais qu'à chaque fois on gagne 60, 70 euros, 100 euros, 120 euros, 140 euros, donc ce n'est pas le double de ce qu'on a risqué, mais par contre que notre payoff ratio est supérieur à 2, c'est-à-dire que même si je risque 100 euros en moyenne, je perds 50 euros, et que en gros mon gain moyen est de 100 euros, je suis quand même un trader extrêmement positif. Mais le payoff ratio n'est rien sans le taux de réussite, parce que je peux très bien faire 10 gains qui représentent à chaque fois 10 euros. Enfin, on va faire les choses plus exagérément. Je peux faire un gain de 10 euros,
et je peux faire sans perte de 2 euros. Donc dans ce cas-là, mon gain moyen, ce sera 10 euros, puisque j'ai fait un gain de 10 euros. Et ma perte moyenne, ce sera 2 euros sur 100 trades, c'est-à-dire en gros 0,02. Donc en gros, je vais avoir un payoff ratio très élevé. Par contre, quel sera mon résultat? Je vais gagner 10 euros, mais de l'autre côté, j'ai perdu 200 euros. Donc finalement, je suis un trader négatif. Donc le payoff ratio, contrairement au reward ratio, ne montre pas le gain que l'on fait. Alors que le reward ratio, oui. Si par exemple j'ai risqué 100 euros et que j'en ai gagné 30, si ensuite j'ai risqué 100 euros et que j'en ai gagné 100, je sais que donc dans le premier cas, j'ai un reward ratio de 0,3. Dans le deuxième cas, j'ai un reward ratio de 1. Donc ça veut dire qu'en tout, j'ai gagné 1,3 de ratio. C'est-à-dire que mon gain total est de 130. 1,3 fois le risque pris, fois 100. Donc il faut qu'elle calcule également l'espérance de gain. Donc l'espérance de gain, c'est le taux de réussite multiplié par le gain moyen moins le taux de perte multiplié par la perte moyenne. En gros, c'est le taux de réussite multiplié par le payoff ratio. Et donc, quand on a une espérance positive, donc supérieure à 0, c'est que notre stratégie est positive. Quand on a une espérance de gain supérieure à 0,5, c'est que la stratégie est très profitable. Quand on a une espérance de gain supérieure à 1, c'est qu'on est vraiment un dieu. Et quand on a bien sûr une espérance de gain négative, c'est que la stratégie est perdante à long terme. Alors, la modélisation du mouvement. Alors en gros, il y a 3 tactiques différentes. Donc les tactiques sont les manières de gérer les trades et les manières de gérer la sortie. Avec 2 nuances à chaque fois, stop loss petit ou stop loss grand. Alors ça, c'est une partie qui est très nuancée, qui est compliquée entre guillemets. Donc là, ce sera surtout les grandes lignes. Donc on va prendre 3 traders qui ont 3 stratégies différentes. Un qui a un take profit plus ou moins égal au stop loss, c'est-à-dire en gros un reward ratio de 1. Un qui a un take profit supérieur au stop loss, c'est-à-dire qui a un reward ratio supérieur à 1, donc à peu près de 2. Et un qui a un take profit inférieur au stop loss, c'est-à-dire un reward ratio de 0,5. Donc en gros, on en a un qui va essayer de gagner 20 pips en risquant 20 pips, un qui va essayer de gagner 40 pips en risquant 20 pips, et un qui va essayer de gagner 10 pips en risquant 20 pips. Alors voici donc le mouvement que l'on avait tout à l'heure, je le redessine. Donc en bas à droite, on a bien évidemment l'évolution du temps. D'accord? Donc plus le orange devient foncé et plus on s'approche de la fin du mouvement. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est facile là, sur un truc comme ça théorique, mais comment est-ce qu'on peut juger de la couleur orange en fait? Bon, ça pareil, ça ce sont des petits trucs qui permettent de savoir où est-ce qu'on en est, plus ou moins, de manière assez précise dans le mouvement. Alors on va commencer par le premier trader qui a donc le take profit égal au stop loss. Alors imaginons qu'il rentre lorsque l'on est dans une distribution normale du prix, c'est-à-dire lorsque l'on est dans le range, donc dans la phase numéro 1. Donc il va rentrer ici. Donc le vert, c'est son take profit. Le milieu, c'est donc son point d'entrée. Et en bas, c'est son stop loss. D'accord? Donc ensuite, il va rentrer un peu plus haut. Puis ici. Puis ici. Puis ici. Alors, la question, c'est quelle est la probabilité de gain de ce trader et quelle est son espérance de gain? Alors, c'est assez simple. Quand on regarde l'évolution du mouvement, on voit que, bien évidemment, plus on avance dans le mouvement et plus ça va être compliqué d'aller chercher, par exemple, 20 pips. Alors que quand on est au tout début du mouvement, et notamment au milieu, aller chercher 20 pips, c'est quasiment systématiquement faisable. Par contre, quand on voit les 2 derniers trades qui ont été pris, aller chercher 20 pips, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça veut dire que, en gros, le taux de réussite pour atteindre le take profit du trader qui a ce genre de stratégie va décroître avec l'évolution du mouvement. Donc voyons un autre aspect, bien évidemment. Si là, par contre, le trader utilise un take profit égal au stop loss, mais avec de plus petites cibles, là, on voit que sur la fin du mouvement, puisqu'il prend des plus petites cibles, il va augmenter son taux de réussite. D'accord? Donc, des fois, minimiser son objectif sur les fins de mouvement, ça peut être profitable. Par contre, on voit également que il va falloir qu'il fasse attention où est-ce qu'il rentre, puisque si on utilise un stop loss beaucoup plus petit, il faut éviter de rentrer en haut des mouvements. Il va falloir essayer de rentrer dans le creux des mouvements. Donc ça veut dire que plus le stop loss est petit, et plus il va falloir un timing
important. Plus par contre le stop loss est grand, et moins le timing est important. Regardez, peu importe où est-ce que l'on rentre, si le stop loss est grand, et que le stop loss absorbe la correction qui vient juste après l'entrée, on sera quand même positif. D'accord? Donc, malgré que ici la stratégie soit identique, si le stop loss est petit, on a besoin d'avoir un timing parfait pour maximiser le taux de réussite. Mais à l'inverse, si le stop loss est grand, on n'a peut-être pas besoin de timing, mais par contre, on aura moins de chances d'obtenir notre gain. D'accord? C'est toujours un peu compliqué, il y a toujours cette espèce de dilemme. Alors, voici l'évolution du taux de réussite et de l'espérance de gain de ces stratégies en fonction du mouvement. Donc ça, c'est l'évolution du taux de réussite. C'est-à-dire que quand on est au début du mouvement, dans le range, on a un taux de réussite qui est plus ou moins mitigé. Pourquoi? Parce qu'on cherche quand même à gagner 20 pips. Le problème, c'est que si le range ne fait pas 20 pips, en achetant, là je pars du principe qu'on va acheter à chaque fois, on va avoir du mal à avoir notre gain. Donc en gros, dans un range, l'évolution, enfin le taux de réussite va être élevé, certes, mais il ne sera pas non plus énorme. Alors de toute façon, dans un range, comme on sait, il va falloir que l'on traite différemment, puisqu'on a vu tout à l'heure avec la distribution en cloche de Gauss, il vaut mieux faire des allers-retours en achetant le plus bas possible et en vendant le plus haut possible. Donc en gros, il faut avoir un bon timing. Donc ça, c'est l'évolution du taux de réussite. Quelle va être l'évolution de l'espérance de gain? C'est-à-dire, combien est-ce que l'on va pouvoir gagner avec nos entrées? Là, on voit que au début du mouvement, on est positif, mais en fait, la stratégie va être extrêmement positive, surtout au milieu du mouvement. Et plus on attend de rentrer dans le mouvement, et moins la stratégie va générer des gains. C'est pour ça que l'espérance passe ensuite négative. Alors, autre stratégie. La stratégie avec un take profit beaucoup plus grand que le stop loss. Donc là, pareil, on va avoir un stop loss de 20 pips. Par contre, on va chercher à gagner 40 pips. Donc on va faire d'autres entrées. Donc là, pareil, on remarque que, bien évidemment, quand on est au tout début du mouvement, vu que le mouvement n'est pas encore fait ou qu'il est en train d'être fait, on a plus de chances que notre trade se passe bien, plutôt que lorsqu'on arrive sur des fins de mouvement. Donc par exemple, lorsque l'on veut gagner un reward ratio de 2, il faut plutôt le faire donc sur des débuts de mouvement. Plus on va attendre, et moins ça sera évident de le faire, et moins ça sera rentable. Ça, pareil, c'est expliqué par donc, le théorème de Bay, où on disait tout à l'heure que au fur et à mesure que le mouvement va évoluer, les probabilités vont se modifier. Là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Quand le mouvement va commencer à décélérer, donc on a une nouvelle information, le mouvement décélère. Donc ça va modifier la probabilité de pouvoir atteindre un ratio de 2 sur des entrées un peu tardives. Alors après, par contre, si le mouvement accélère, ou qu'il y a une news qui arrive, ou quelque chose comme ça, ou un niveau qui est franchi, ou une corrélation positive sur une autre paire, etc. Là, par contre, ça peut, encore une fois, modifier tout ça. Donc il faut être tout le temps à l'écoute de toute façon du marché. Alors comment va évoluer le taux de réussite de cette stratégie? Contrairement à la première, le taux de réussite sera beaucoup plus bas. C'est évident puisque d'un côté, vous voulez gagner 20 pips, de l'autre, vous voulez en gagner 40. Donc vous avez quand même, quelle que soit la manière dont évolue le marché, beaucoup moins de chances de gagner 40 pips que d'en gagner 20. D'accord? À tout moment, le trader qui cherchera à gagner 20 pips aura beaucoup plus de facilité à les faire que 40 pips. Pourquoi? Parce que 20 pips mettront moins de temps à être obtenus que 40 pips. Or, toujours pareil, d'après le théorème de Bay, plus vous attendez, et plus il peut se passer de nouvelles choses, et donc ça va modifier les probabilités. Si par contre on avait un mouvement qui était constant, où il n'y avait pas de nouvelles qui venaient modifier les probabilités, il y aurait autant de probabilités de faire 40 que 20. Mais c'est pas vrai. Plus on reste dans le marché, et moins on a de chances d'obtenir notre objectif. Parce qu'il va pouvoir se passer plein de choses. Par exemple, dans 40 pips, il peut se passer des nouvelles, il peut se passer un retournement. Il y a beaucoup moins de chances qu'il se passe la même chose dans 20 pips. Vous comprenez? Alors là, je ne vous dis pas qu'il vaut mieux avoir des petites cibles. Justement, l'intelligence, l'intérêt, c'est de faire différent. Ça, on va le voir. Et l'évolution de l'espérance de gain. Au début, on gagne beaucoup. Oui, pourquoi? C'est quoi en fait l'espérance de gain? C'est combien est-ce que l'on peut attendre de gagner? Donc, dans le cas du trader bleu, on peut gagner 20 pips à chaque fois. Mais dans le cadre du trader rouge, on peut gagner 40 pips. Donc, au début du mouvement, quand on est au tout début, certes, on a peut-être moins de chances de gagner, mais quand on gagne beaucoup plus d'argent.
Donc l'espérance de gain est énorme. Sauf que quand le taux de réussite commence à chuter, ben, l'espérance de gain, comme on voit, elle chute beaucoup plus rapidement que l'espérance de gain de la stratégie du premier trader. Et toujours pareil, hein, cette différence avec les stop loss petits, stop loss un peu plus grands, ben là, ben, le problème c'est que plus le stop loss est petit et plus tout ça s'est faussé. Mais là, on rentrait dans des considérations un peu plus techniques et compliquées, alors que là, on veut juste parler vraiment de la base. Troisième stratégie, take profit inférieur au stop loss. Donc là, lui, il va rentrer donc plein de fois. Oups, voilà. Plein de fois, hop, 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 hop. Alors lui, c'est l'inverse. Vu qu'il va rester très peu de temps exposé au marché, il va avoir le taux de réussite le plus élevé. Là, en fait, il fait quasiment aucune perte. Par contre, c'est vrai que s'il perd, ben, il perd beaucoup. Alors, quelle va être l'évolution de sa stratégie? Ben, lui, sa stratégie, l'évolution va être beaucoup moins marquée par l'endroit où l'on est du mouvement. Hein, quand on regarde son taux de réussite, c'est un taux de réussite pardon, qui est très élevé, hein, qui flirte limite avec les 80-90%. Le taux de réussite, voire un peu plus. Par contre, son espérance de gain, elle est très faible. Pourquoi? Mais parce que, quel qu'on soit au début ou en fin de mouvement, l'espérance de gain ne change pas. Mais comme on va viser des petits gains, mais finalement, on ne gagnera pas grand-chose. Alors, on obtient ici quand même plein de courbes. On obtient 3 courbes, hein, les 3 grosses qui nous intéressent, donc la rouge foncée, la bleue foncée et la verte, qui vont nous indiquer justement qu'est-ce qu'il faudrait faire en fonction de l'évolution du marché. Donc on voit qu'au début, dans les premiers, la première vie, en fait, le début de vie du mouvement, il vaut mieux avoir une stratégie de take profit supérieure à stop loss. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance au marché et essayer de viser le plus possible en risquant le moins possible. Donc en gros, avoir des stop loss beaucoup plus petits que le take profit. Donc ça, c'est si on arrive à rentrer au début du marché. Si maintenant, on ne rentre pas au début du marché et qu'on est au milieu, il vaut mieux, la stratégie la plus rentable pour l'instant, c'est la bleue, c'est-à-dire avoir un take profit égal au stop loss. Donc il ne faut plus trop se prendre la tête à essayer de gagner un reward ratio de 2. Et quand on arrive sur des fins de mouvement, la stratégie la plus rentable, c'est la dernière, c'est-à-dire avoir un take profit beaucoup plus petit que le stop loss. Donc en fait, il va falloir savoir à quel endroit du marché est-ce que l'on rentre pour savoir quelle va être la meilleure stratégie possible. Alors là, attention, on parle de suivi de tendance. Il y a des courbes qui existent également pour d'autres stratégies, comme les stratégies de trading range et les stratégies de contre-tendance. Là, on parle uniquement d'une stratégie qui essayerait d'acheter en fait un marché qui monte. Donc imaginons que le marché soit un marché en M30 ou H4 et qu'on essaie de faire de l'intraday en rentrant sur du M1, M5 ou du M15, M30, etc. Donc c'est à ce modèle-là que vont répondre vos stratégies. C'est pour ça que le timing va être vachement important en fonction de votre taille de stop loss et en fonction de l'endroit où vous rentrez. Et c'est pour ça également que beaucoup de traders perdent en suivi de tendance. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas conscience forcément de cette espèce de modèle. Et donc, ils vont rentrer, par exemple, vachement tard en essayant d'avoir un ratio de 2, ce qui va très mal marcher sur du long terme. Ou ils vont essayer d'avoir un ratio de 1 au milieu, en début et en fin de mouvement. Alors, donc ils n'auront pas forcément les résultats qu'ils attendent. Non, il faut être extrêmement flexible puisque le marché évolue. Donc il faut ne pas avoir une seule manière de faire, mais 3 ou même plusieurs manières de faire. Alors ça, c'est vraiment les prémices de l'approche quantitative du modèle qu'on utilise. Comme je disais, il y a encore plein d'autres trucs qu'on prend en considération, notamment la probabilité qu'un mouvement se poursuive lorsque l'on est à la fin du mouvement précédent. Donc en gros, quel va être, est-ce que le mouvement peut continuer à monter, etc. Donc ça va modifier également nos modèles ici. Également la taille des stop loss et des take profits. Et puis bien évidemment pour les autres stratégies donc, de contre-tendance et de trading range. Mais il n'en reste pas moins que ça reste quand même utile pour tous les mouvements. Parce que, bon ça va être un peu plus compliqué à expliquer, mais imaginons que vous vouliez faire du contre-tendance, c'est-à-dire rentrer à la vente ici et essayer de sortir à l'achat ici. Ça là, c'est un mouvement, et si on zoome ce mouvement, on aurait donc une tendance baissière comme ça, d'accord? Donc comme on a un début et une fin, on peut quand même appliquer également ce genre de modèle. Mais sur une plus petite échéance de temps, et comme c'est du contre-tendance, la tendance sera plus courte, donc ça sera également un peu différent. Par exemple, dans du contre-tendance, on va éviter d'avoir peut-être un take profit supérieur au stop loss. On va plutôt trader ces deux parties-là.
Dans un trading range, pareil, ça dépendra de l'endroit où on va rentrer. Quand on rentre à la vente ici ou à l'achat ici, ben là on a un mouvement. Donc pareil, le mouvement peut obéir à ce genre de modèle également. Bref, tout ça, moi je trouve ça très intéressant de toute façon. Et il y a plein d'autres choses à dire là-dessus. Donc voilà en fait ce qui va créer notre modèle d'entrée, ce qui va nous dire comment rentrer, comment sortir, comment gérer le trade de la manière la plus efficiente et la plus efficace surtout possible. C'est pour ça qu'on n'est pas figé avec le marché. Alors, trader avec l'approche statistique, donc deuxième partie. Alors, la recherche des biais directionnels. Donc, le trading, en dehors du scalping, ce n'est pas avoir qu'une technique d'entrée ou de sortie. C'est surtout de savoir dans quel sens, où rentrer et comment. Alors ça, pareil, ce n'est pas des choses dont on a vraiment beaucoup parlé dans le modèle qu'on a présenté précédemment. Mais pareil, le modèle doit nous expliquer dans quel sens rentrer, donc où sont les statistiques, où est-ce qu'on a le plus de chances en fait de gagner, en fonction de ce que l'on veut, gagner beaucoup, gagner peu, etc. Où est-ce qu'il faut rentrer en fonction du stop loss que l'on va mettre et de la méthode d'entrée, et comment rentrer également. Est-ce qu'on va rentrer sur une accélération, une décélération, comment est-ce qu'on va sortir, etc., etc. Donc ça, en gros, tout ça, c'est ce qu'on appelle les biais directionnels. Alors pour le sens, il y a trois possibilités. Soit j'achète, soit je vends, soit je ne fais rien. Pour chaque configuration du prix, il existe chaque tactique, il existe un biais meilleur qu'un autre. Alors ça veut dire qu'en gros, à chaque fois que vous avez quelque chose sur le marché, vous avez normalement 2-3 possibilités. À court terme, sur ces 2-3 possibilités, vous pourrez vous en sortir avec une tactique en particulier. Mais sur du long terme, il y en a toujours une qui fonctionne beaucoup mieux que les autres, qui est moins risquée, plus rémunératrice et ou qui fonctionne le plus souvent. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on a quelque chose graphiquement, à chaque fois qu'on a une configuration graphique, on a plusieurs tactiques qui peuvent fonctionner, qui peuvent rapporter de l'argent, mais il y en a toujours une qui a la plus forte probabilité de gain, la plus forte espérance de gain, donc la plus rémunératrice, et surtout la moins risquée. Et donc le but de l'approche, c'est de savoir quel biais choisir, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que j'achète, est-ce qu'il faut que je vende, est-ce qu'il faut que j'utilise un stop loss petit, un stop loss large, est-ce qu'il faut que j'utilise une cible grande ou pas grande, égale au stop loss, quel risque est-ce qu'il faut que je prenne, est-ce que c'est une stratégie qui est risquée ou pas, donc est-ce que je peux maximiser le risque, est-ce que je peux le minimiser, etc., etc. Alors tout commence par l'analyse de la tendance long terme, par exemple. Donc la tendance long terme peut être soit haussier, soit baissier, soit dans un range. Si on est dans un range, il faut que l'on s'intéresse à la volatilité du range. Est-ce que la volatilité est étroite? Ou, donc là en gros, il y a le support, résistance, et donc la volatilité est étroite, c'est-à-dire que l'amplitude des mouvements, ici, est toute petite. Autant pour moi. Si la volatilité est volatile, donc si le range est volatile, donc en gros si l'espace entre la zone de support et de résistance est très large. Donc en gros, quand on regarde la distribution des volumes, c'est qu'on a une belle cloche qui peut être faite en plusieurs parties. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, la troisième image, il y avait une cloche un peu complexe qui était faite avec deux petites cloches en fait. Mais voilà, plus le range est volatile et plus on va avoir ce genre de distribution. Donc il va falloir adopter une stratégie qui est complètement différente. D'accord? Si par contre le range est étroit, là la distribution va être quasiment parfaite, donc on va avoir une cloche parfaite. Donc la stratégie va être extrêmement simple, on va faire des allers-retours. Mais également, la stratégie de sortie du range va être différente. On ne peut pas trader de la même manière la cassure d'un range volatile et la cassure d'un range étroit. Alors ensuite, si le marché est dans une tendance haussière ou baissière, on va avoir donc une autre stratégie, une autre manière de faire, une autre tactique. Donc soit la tendance est forte, donc dans ce cas-là, c'est tout le début de la tendance en fait, c'est avant que la tendance ne desserre, donc dans son accélération, donc pareil, on va avoir une stratégie, une manière de trader différente. Soit la tendance est faible, donc c'est-à-dire plutôt vers la fin du mouvement, donc en gros la décélération. Donc là pareil, on va avoir des stratégies, des tactiques différentes. Par exemple dans un marché fort, on va éviter de faire du contre-tendance, ou en tout cas si on en fait, c'est plutôt pour faire du scalping contrarien. Si par contre la tendance commence à faiblir, c'est-à-dire qu'elle est relativement faible, on va pouvoir faire du contre-tendance, non plus en scalping, mais même sur des horizons un peu plus longs, day trading,
ou en tout cas notre manière de trader va différer, puisque comme on l'a vu, si on fait que du suivi de tendance, ben, dans une tendance forte, hein, donc ici, on va avoir une approche avec des take profit plus larges que des stop loss, enfin en fonction de l'endroit où on va rentrer. Le timing d'entrée va être complètement différent, et quand on va être dans un marché faible, pareil, le timing et les stop loss, etc. vont être complètement différents. Alors si la tendance elle est faible, on va donc avoir une stratégie à part. Si par contre la tendance est forte, on va encore avoir plusieurs possibilités. On va maintenant s'intéresser à la tendance à moyen terme. Donc est-ce que la tendance à moyen terme est haussière, baissière ou dans un range? Si elle est haussière ou baissière, est-ce que la tendance elle est forte? Donc dans ce cas-là, on va encore s'intéresser à la tendance court terme. D'accord? Donc là en fait c'est notre arbre de décision et à chaque case correspond quelque chose qu'il faut faire. Donc les tendances, il faut identifier le début et la fin du mouvement, que ce soit la tendance long terme, la tendance moyen terme, la tendance court terme. Il faut identifier les sommets et les creux et surtout les points extrêmes. D'accord? Et donc ça c'est pour le suivi de tendance par exemple. Et pour toutes les autres stratégies de range, bon, ça c'est les stratégies, comme j'ai dit, on joue le retour à la moyenne ou des trucs un peu plus complexes. Donc voilà un peu l'arbre de décision qui pourrait nous dire, voilà, en fonction de la case dans laquelle je suis, je dois être soit acheteur soit vendeur, parce qu'il y a toujours une meilleure manière de le faire, mais surtout être acheteur ou vendeur en fonction donc, de la stratégie que je vais utiliser. Avec quel stop loss, quel timing, quelle taille quel risque, etc., etc. Tout ça va influencer nos résultats. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça. On pourrait se dire, après, il y a beaucoup de choses à laquelle penser. En fait, non, c'est extrêmement naturel, mais c'est surtout extrêmement logique. Alors là, c'est vrai que je ne donne pas tout, je ne livre pas tout, mais parce que c'est quand même réservé à nos élèves et à nos clients. Mais autant vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement logique. Et quand c'est logique, forcément, ça s'enclenche tout à fait naturellement dans le cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est l'avantage statistique? Alors, être en avantage statistique, en fait, c'est primordial. Et beaucoup de traders perdent à cause de ça. Alors, d'un point de vue technique, en fait, la plupart tradent en fait, avec un désavantage statistique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de tous ces modèles. Alors, le principe de l'avantage statistique, c'est de trader avec le modèle le plus fort, le plus intéressant. Or, 99% des traders utilisent un seul modèle de trading. C'est-à-dire qu'en gros, soit ils utilisent un système de scalping, soit de trading contrariant, soit trading suivi de tendance, soit avec stop loss large, etc., reward ratio élevé, compagnie, etc., etc., etc. Donc, comme on l'a vu, il faut s'adapter au marché. Et le fait justement de ne pas s'adapter, de ne pas changer son modèle, fait que l'on est dans un désavantage statistique. Par exemple, quelqu'un qui va suivre une tendance, mais qui va rentrer vachement tard dans la tendance, il va avoir un risque beaucoup plus élevé de perdre que celui qui rentre au début. Donc s'il veut que son risque soit minimisé, il va falloir adopter un autre modèle. Parce que celui qui va rentrer sur la fin de mouvement, comme on l'a dit, par exemple, il va falloir qu'il fasse peut-être plus du scalping ou du trading avec des stop loss larges et des petits take profits pour maximiser son taux de réussite et donc pour minimiser le risque de perte. Alors là, par exemple, ce serait l'avantage statistique, donc le risque de quelqu'un qui ferait un bet suivi de tendance. Donc ça, c'est ce que je vois très souvent sur les forums ou chez les gens. Alors, pas beaucoup sur les forums, parce que c'est vrai que la plupart, quand on lit les forums, sont gagnants, bien évidemment. Mais voilà, moi j'ai plutôt parlé de la réalité des faits. Donc, ce que l'on voit souvent dans les élèves, et pourquoi est-ce que certains perdent de manière assez continue, assez régulière, c'est à cause d'un désavantage statistique. Donc, en fait, imaginez que ce soit une tendance en H4 ou en journalier. Et donc, on va avoir différents traders. Donc, des traders qui vont commencer à trader cette tendance dès le début. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à travailler la tendance en intraday, donc en prenant des positions M30, M15, M5, etc., depuis que la tendance s'est déclarée. Donc, au tout début de la tendance, le risque il est maximal. C'est-à-dire qu'en gros, c'est là où les traders peuvent perdre le plus possible, donc par exemple 100 euros. Mais au fur et à mesure que la tendance avance, grâce aux gains que l'on fait, le risque va diminuer. C'est-à-dire que si on perd une entrée ici, même si on la perd, finalement, le résultat de la stratégie sera positif, puisque le risque ici est en négatif. Un risque négatif, c'est-à-dire que là, en fait, on a un risque de 100 euros, et puis à partir du moment où on passe cette ligne-là, on ne perd plus d'argent sur la stratégie. C'est-à-dire que peu importe les trades qu'on va prendre, qu'ils soient gagnants ou perdants, on ne perdra pas d'argent, puisqu'on en a gagné suffisamment avant. Et donc, plus on tarde à rentrer, et plus le risque sera grand. Quelqu'un qui va commencer à trader ici, lui, il va avoir un risque à ce niveau-là. Quelqu'un qui va commencer à trader à partir de là. Quand on va arriver ici, quand il va prendre des positions, lui, s'il perd sa position, peut-être que sa stratégie ne sera pas gagnante, sa stratégie de suivi de tendance de ce mouvement.
Celui qui est rentré un peu plus tôt, par contre, il perdra moins d'argent. Et celui qui est rentré dès le début, lui, il est déjà positif depuis longtemps. Pareil ici et ici. Donc en gros, on voit que les retardataires sur les mouvements seront toujours perdants. Alors bien sûr, ils peuvent gagner de l'argent à court terme de temps en temps, mais la plupart du temps, ils seront perdants. Et énormément de traders rentrent tardivement dans les mouvements avec une stratégie qui n'est pas adéquate. Ça peut être également à cause du temps. Par exemple, ils n'ont peu de disponibilité, donc ils ne vont pas avoir le temps ou l'occasion de rentrer au début du mouvement. Ils vont rentrer au milieu ou au début. Et le problème, c'est que comme c'est très difficile de savoir si on est au milieu ou au début, ben on va rentrer et on va faire des pertes. Donc l'avantage statistique, c'est ça. Alors l'idée de notre approche statistique, c'est à chaque fois, encore une fois, d'être en avantage statistique, c'est-à-dire d'avoir la courbe rouge la plus basse possible lorsque l'on commence à rentrer sur un mouvement en fonction de la stratégie qui a été définie. Et ça, c'est un graphique qui explique 90% des pertes des élèves que l'on connaît, c'est-à-dire quand un élève perd, en général, c'est lié à un désavantage statistique. C'est-à-dire qu'ils utilisent une stratégie, mais trop tard par rapport à l'évolution du marché. Et du coup, de temps en temps, ça peut passer, mais sur du long terme, ça ne passe pas. Et en plus, ça peut devenir psychologiquement un gros problème. Parce que du coup, le fait de rentrer tardivement, ça fait des pertes. Donc on est dégoûté parce qu'on a tout respecté. Après tout, on est rentré au bon endroit, au bon moment. Sauf que, techniquement oui, sauf que d'après le modèle, non. D'après le modèle, on aurait dû faire différemment. Et donc ça peut faire péter un câble à certains. Et puis des fois, on rentre dans des spirales infernales. Il y en a qui m'ont déjà dit, je dois être vraiment un chat noir. À chaque fois que je rentre, le marché se retourne. Bah oui, parce que quand on regarde les endroits où tu rentres toujours tard. Ça, c'est très important également dans votre apprentissage. Il faut toujours que vous replaciez les trades sur des unités de temps plus grosses. Par exemple, quand vous passez un trade en intraday, quand vous faites votre débriefing de la journée, regardez où est-ce que vous êtes rentré sur un graphique H4 au journalier. Et bien souvent, vous remarquerez que les pertes, c'est parce que vous êtes rentré dans des sommets ou beaucoup trop hauts, ou dans des ranges, etc., etc. Et vous apprendrez beaucoup de vos erreurs. Moi, j'ai appris à trader avec mes erreurs. Personne ne m'a appris à trader. Alors, maximiser les gains, minimiser les pertes. Alors, en fait, c'est assez simple. Ça consiste à augmenter le taux de réussite. Alors, on a deux différentes manières d'augmenter le taux de réussite. Donc, on peut filtrer les entrées. C'est-à-dire rajouter des conditions pour dire bah non, là je vais rentrer parce que ça, je vais pas rentrer parce que si, etc. etc. Ça peut être également d'avoir une meilleure gestion de la position, c'est-à-dire un trailing stop, couper comme j'ai dit plus tôt en fonction de ce qui se passe sur le marché. Donc tout ça, pareil, ça répond au théorème de Bayes, c'est-à-dire modifier son ordre, modifier son plan de trading en fonction de ce que l'on voit sur le marché. Ou alors tout simplement avoir de meilleurs points de sortie, parce que c'est quand même le plus important, la sortie plus que l'entrée. Donc, augmenter le taux de réussite en filtrant les entrées, ça passe par l'analyse graphique. La meilleure gestion de la position, ça passe également par l'analyse graphique, mais surtout par le money management et donc gérer ses trades ouverts, et donc les pyramidés, etc., etc. Et meilleur point de sortie également, c'est sortir sur des endroits quand même plus adéquats. Alors, maximiser les gains, ça passe également par augmenter le gain sur un trade, donc en moyennant la hausse, c'est-à-dire en pyramidant, c'est-à-dire en rajoutant des positions au fur et à mesure que la tendance évolue. Donc c'est comme ça qu'on peut faire de très gros scores. Et quand je dis très, j'insiste beaucoup. On peut également diminuer la perte, c'est-à-dire sortir du trade avant le stop loss, ou gérer différemment le trade. Alors après, il y a d'autres manières de maximiser les gains et de minimiser les pertes. On en a un peu parlé dans l'introduction. Vous vous rappelez, on avait une stratégie, et quand la stratégie gagnait, on augmentait les risques. Quand la stratégie perdait, on diminuait les risques. Donc ça aussi, c'est une des approches de l'approche statistique. Et c'est ce qu'on utilise également. En fait, on va avoir un money management en fonction du résultat de la stratégie, en fonction de la performance du trader, en fonction du marché. Donc ça, on le verra dans la partie money management. Voilà, donc j'espère avoir été clair, parce que c'était pas forcément un chapitre qui était évident. Donc la prochaine vidéo concernera quelques réflexions sur le trading. Si vous avez des questions sur l'approche, bien sûr, n'hésitez pas à nous en envoyer. On adore discuter et débattre de tout ça. On reçoit pas mal de mails dans ce sens de personnes qui sont intéressées par notre approche et qui veulent en discuter. Donc surtout, n'hésitez pas.